Vous savez, il y a des histoires, pas besoin qu'elles soient longues pour vraiment nous marquer. Parfois, juste quelques lignes, ça suffit. Ça joue sur nos peurs là les plus profondes. Oui, c'est vrai. Les plus efficaces sont souvent très courtes. On a tous une petite histoire comme ça en tête, non? Un truc entendu une fois, lu vite fait, mais qui reste. Exactement. Aujourd'hui, justement, on va s'en pencher sur une de ces histoires. Un texte très court, une espèce de légende urbaine, quoi. On l'appelle parfois l'appel de la maison hantée. Ah oui, je vois. Très connu. L'idée de base est simple. Une étudiante garde une maison et puis, ça tourne mal à cause d'appels anonymes. Très menaçant. Le classique. Voilà. Et donc, notre mission aujourd'hui, si on peut dire, c'est de décortiquer ça, voir comment c'est construit, pourquoi ça nous fait peur, pourquoi ça marche si bien en fait. Une tension en très peu de mots. Et on sent tout de suite, vous savez, qu'il pioche dans des archétypes connus de l'horreur. Oui, ces figures qu'on reconnaît tout de suite. La jeune fille seule, le danger qui rôde. Ça nous parle directement parce qu'on a déjà ces références quelque part. Absolument. Alors, commençons par le début, la mise en place. On a donc cette jeune étudiante, Oui, motif classique, besoin d'argent pour ses études, ça la rend proche, on comprend sa situation, c'est ça la rend réelle, vulnérable aussi peut-être. et elle accepte ce job de gardiennage. Pas d'enfant, juste la maison, chez un voisin. Un détail important. Oui, et le texte précise un médecin respectable et digne de confiance. Ça, c'est pas anodin, j'imagine. Ah non, pas du tout. C'est même très malin. Ça établit d'emblée un sentiment de sécurité. Oui, de normalité. Exactement. La maison du docteur, c'est pas censé être un lieu d'horreur, quoi. C'est respectable, rationnel. Ça renforce le choc quand tout bascule. Ça crée un contraste énorme. Et puis, ça peut aussi jouer sur l'idée de confiance, peut-être trahie, même si le médecin n'est pas le méchant. Le lieu sûr, en fait, ne l'est pas. D'accord. Et on a même l'heure d'arrivée, 19 heures. Un détail précis. Oui, c'est ancré dans le réel. C'est pas un conte flou, ça pourrait arriver. Ce calme initial est essentiel pour que la suite soit plus brutale. Et ça ne tarde pas. Peu de temps après son arrivée. Voilà, pas le temps de souffler. Le téléphone sonne. Premier coup de stress. C'est un homme. Voix rauque. Encore un cliché efficace à la voix bizarre. Oui, la voix qui n'est pas normale, qui dérange, qui déshumanise un peu l'appelant. Et le message est direct, brutal. Si elle part pas tout de suite, il la tue. Oula, pas de détour. Zéro ambiguïté. Du coup, elle est terrifiée. Logique. Et le coup de grâce. Numéro masqué. Ah, l'élément moderne qui rajoute à l'angoisse, l'anonymat total. La menace vient de nulle part. Impossible de savoir d'où. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. On passe de cette normalité, de ce petit job tranquille, à une menace de mort. Comme ça, d'un coup. C'est la rupture. C'est ça. Le numéro masqué, c'est terrible, parce que ça rend la menace invisible, insaisissable. C'est une blague? C'est sérieux? Il est où celui qui appelle? Loin? Où? Tout près? C'est cette incertitude qui est horrible. L'absence d'infos est presque aussi flippante que la menace elle-même, en fait. On sent bien cette impuissance. Et l'histoire ne lui laisse aucun répit. 30 minutes plus tard, La pause angoissante. le téléphone sonne à nouveau. Même voix, même menace, mais avec une petite nuance. Ah oui. Si tu ne sors pas bientôt, ce bientôt, ça change tout, non? Ah oui, c'est très fort. Ça met la pression. Ça installe une urgence, une sorte de compte à rebours implicite. Le danger se rapproche. L'étau se resserre, comme on dit. Et pour la jeune fille, la peur monte encore d'un cran. Elle est prise de terreur, dit le texte. C'est plus juste de la peur, c'est viscéral. La répétition de l'appel, ça confirme que c'est pas un canular. Exactement. La menace est persistante, réelle. Et ce bientôt, ça suggère qu'il l'observe peut-être, qu'il attend. Sa patience a des limites. Glaçant. Cette demi-heure entre les deux appels a dû être interminable pour elle. J'imagine, oui. Le doute, l'angoisse, chaque bruit suspect. Et le deuxième appel qui vient confirmer le pire. On sent qu'elle perd totalement le contrôle. Oui, mais elle panique pas au point de ne rien faire. Elle a un réflexe humain, chercher de l'aide. Elle appelle la téléphoniste. Un geste logique. Essayer de contacter l'extérieur, une autorité. Quelqu'un qui peut aider. C'est un classique dans ces histoires. La téléphoniste, c'est un peu l'ordre face au chaos, la technique face à l'irrationnel. C'est ça. Et elle propose un plan, une stratégie. Oui, si l'homme rappelle, il faut le garder en ligne. 1 minute, pour essayer de tracer l'appel. La technologie comme solution potentielle. Oui, mais c'est un espoir terriblement angoissant quand même. Pour être sauvée, elle doit réentendre son bourreau. Et pire, elle doit lui parler.
Maîtriser sa peur pendant 1 minute entière. C'est un défi psychologique énorme, effectivement. Elle doit affronter sa terreur de front. C'est là qu'il y a une ironie assez cruelle, non? Mhm. Le téléphone, l'instrument de sa peur, Devient l'outil potentiel de son salut. C'est très bien vu narrativement. La technologie est à double tranchant. Elle permet la menace anonyme, mais aussi le traçage. mais tout repose sur elle, sur sa capacité à tenir bon. Exact. Est-ce qu'elle va craquer? Est-ce qu'elle va réussir? Ça ajoute une couche de suspense terrible. Et le moment arrive. 3e appel. Le moment fatidique. Même homme, même voix rauque. Il répète en boucle « Sors ou je te tue ». On imagine son état. La panique totale. Mais elle tient. Poussée par l'instinct de survie, sans doute. Elle réussit à le garder en ligne. Tout près d'1 minute, nous dit-on. Elle a fait sa part. Ouf. On respire avec elle. Presque. Et là, paf. Tout bascule. À peine raccroché, ou peut-être même juste avant, la téléphoniste rappelle. En urgence. Le ton a changé, j'imagine. Carrément. C'est plus la pro calme, c'est un cri. Sortez, tout de suite, vite. Et la question? Pourquoi? Pourquoi? La réponse de la téléphoniste, c'est le coup de massue final. L'appel, il venait pas de l'extérieur. Ah, Il venait de la 2e ligne, dans la maison. Une ligne située au 2e étage. oh là là. Le twist classique, mais toujours aussi glaçant. Exactement. L'implication est immédiate, brutale. L'assassin était dans la maison. Tout ce temps. Le fameux « The call is coming from inside the house ». L'archétype même. C'est terriblement efficace. Mais pourquoi ça marche si bien au fond même? Même si on connaît un peu le truc, ça nous fait toujours cet effet. Qu'est-ce qui se joue là? Il y a plusieurs raisons, je pense. D'abord, comme on disait avec la maison du médecin, c'est la violation ultime de l'espace sûr. La maison, c'est le refuge. Oui, le chez-soi. Découvrir que le danger est déjà dedans, avec nous, ça pulvérise ce sentiment de sécurité. C'est terrifiant. Ça renverse tout. Ensuite, il n'y a plus de distance. La menace n'est plus au bout du fil, abstraite. Elle est là, physiquement, proche, à l'étage. Juste au-dessus. Le danger est immédiat, concret, plus d'échappatoire facile. Et puis, troisièmement, ça touche des peurs très très profondes. La peur du caché, de l'invisible dans notre propre environnement. La vulnérabilité chez soi. C'est ça, l'ennemi était là, silencieux, peut-être à l'observer. C'est cette proximité soudainement révélée qui est insoutenable. C'est vrai que cette idée de l'ennemi intérieur, caché, c'est particulièrement dérangeant. Bon, alors si on essaie de résumer, qu'est-ce qui rend cette histoire si forte? On a la situation de départ hyper normale, rassurante même. Qui rend le choc encore plus grand? Voilà. Puis la menace anonyme, invisible, qui crée l'impuissance. L'escalade de la tension, sans répit. Et le twist final? Dévastateur. La proximité du danger. Qui brise l'illusion de sécurité? Tout ça en très peu de mots. C'est l'économie de moyens au service de l'angoisse maximale. Et on pourrait y voir des thèmes aussi, la vulnérabilité, peut-être surtout féminine ici, la confiance aveugle, et cette peur universelle de l'inconnu qui se cache là où on se croit en sécurité. Tout à fait. Et ça s'inscrit vraiment dans la tradition des légendes urbaines, vous savez. Oui, Ces histoires qui circulent, qui mutent un peu avec le temps, la technologie, mais qui gardent ce noyau d'angoisse pure. Elles servent un peu d'avertissement, non? Sur les dangers du monde, même chez soi. des contes modernes en quelque sorte. C'est un peu ça. Leur force, c'est la simplicité, la chute qui marque, et cette capacité à condenser une peur qu'on partage tous. C'est pour ça qu'elle perdure. C'est fou comme un récit aussi dépouillé peut être puissant. Pas de monstre, pas de sang qui gicle, pas de surnaturel direct, juste une situation réaliste qui dérape. Un téléphone, une voix, et cette révélation finale. C'est ça. L'horreur se passe beaucoup dans notre tête. L'imagination fait une grosse partie du travail. On imagine le pire. Exactement. Et d'ailleurs, ça amène peut-être une dernière petite réflexion. Cette histoire, elle date d'une époque, du téléphone fixe, des lignes partagées parfois. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, avec nos smartphones, la géolocalisation, les caméras partout chez nous, les numéros qui s'affichent, comment cette peur de l'intrusion, elle se manifeste? Bonne question. Est-ce qu'elle a disparu? Je ne crois pas. La technologie change, elle nous donne peut-être l'illusion d'un plus grand contrôle. On voit qui appelle, on verrouille à distance. On a des alarmes connectées? Mais est-ce que ça ne crée pas aussi de nouvelles failles, de nouvelles formes d'intrusion,
peut-être plus sournoise. Le piratage des objets connectés, le harcèlement numérique. Voilà. La forme de l'angoisse de « l'appel vient de l'intérieur » évolue sûrement avec nos outils, avec notre environnement. Mais la peur de base, cette peur viscérale de voir notre refuge violé par une présence hostile, invisible, Elle reste là? elle semble remarquablement tenace, oui. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, serait l'équivalent de cet appel qui vient de l'étage? C'est une question à méditer, peut-être?